Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Les États-Unis soulignent l'importance du soutien du Maroc à l'initiative du président Biden pour Gaza. Sa Majesté le roi Mohammed VI déterminé à maintenir la cause palestinienne au centre de toute action visant à instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient. Le Maroc fidèle à son attachement à un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est pour capitale. Gaza, les États-Unis réitèrent leur gratitude à Sa Majesté le Roi. Récemment, les États-Unis ont manifesté leur reconnaissance envers le Maroc pour son soutien au plan du président Joe Biden concernant Gaza. Cette approbation met en lumière le rôle proactif du Maroc dans la promotion de la stabilité et de la paix dans cette zone profondément troublée. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont le leadership a été déterminant pour la promotion de la paix au Moyen-Orient, est à l'origine de ces initiatives. Le souverain prône le dialogue et la coopération, positionnant ainsi le Maroc comme un acteur clé de la diplomatie internationale. D'ailleurs, une des pierres angulaires de la politique étrangère du Maroc est son soutien au peuple palestinien dans sa quête d'un État palestinien indépendant. Cette position illustre l'engagement du Maroc en faveur de la justice et des droits de l'homme, visant une coexistence pacifique entre Israël et la Palestine. De plus, le consensus américano-marocain sur le plan de cessez-le-feu à Gaza témoigne des solides relations bilatérales entre les deux nations. Ensemble, les deux pays partagent la vision d'un Moyen-Orient pacifique répondant aux préoccupations humanitaires par des moyens diplomatiques. Pour discuter de ces sujets, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 experts de renom. Nous avons tout d'abord l'honneur de recevoir Khaled Safouri, fondateur et président de la National Interest Foundation, dédiée à l'amélioration des relations entre les États-Unis et les autres nations. Via Zoom, depuis Tel Aviv, nous accueillons Daniel Pomeranz, chroniqueur politique et juridique et fondateur de Reality Check. Daniel est un contributeur régulier sur CNN, CBS, Fox News, le Washington Post et Newsweek. Il enseigne à l'université Bar-Ilan et Reichman à Tel Aviv et intervient fréquemment sur les campus américains. En direct de Washington, D.C., nous sommes rejoints par Dan Arbel, chercheur au Centre d'études israélien de l'American University et ancien diplomate avec 25 ans au service des affaires étrangères israéliennes. Il a récemment occupé le poste de chef de mission adjoint à l'ambassade d'Israël à Washington. Nous aurons également l'honneur d'accueillir notre chroniqueur Chris Lapetina, vétéran du corps des Marines des États-Unis. Il est également directeur de Focus Consulting à Washington, D.C. Bienvenue messieurs. Avant d'entamer notre discussion avec nos invités, je vous propose de suivre la chronique de notre correspondant Jen Mansour sur le soutien du Maroc au plan proposé par Joe Biden concernant la situation à Gaza. Encore une fois, les plus hautes instances décisionnelles des États-Unis réaffirment l'importance cruciale du rôle joué par le Maroc sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI au service de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Ce rôle émane des positions loyales de Sa Majesté le roi en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est pour capitale, aux côtés d'Israël, dans un climat de sécurité et de paix. En effet, l'importance de ce rôle a été maintes fois soulignée par le président Biden et plus récemment par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'ambassadeur américain à Rabat ainsi que des dizaines de responsables américains de la sécurité, de l'armée et de la politique. L'accueil favorable par le Maroc du plan du président Biden constitue également une confirmation des positions convergentes de Rabat et de Washington en faveur d'une solution juste et durable, non seulement pour Gaza, mais avec pour priorité la cessation de violence, la protection des civils et l'acheminement des aides humanitaires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
L'administration américaine réitère l'importance du plan humanitaire sans précédent présenté par Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que leader mondial arabe et islamique et président du comité Al-Quds pour acheminer l'aide humanitaire par voie terrestre à la bande de Gaza. Cela confère aux positions du Royaume du Maroc sur la question palestinienne une sagesse accrue et une vision équilibrée et à long terme. Jihan Mansour, devant le bâtiment du département d'État américain, Média 1 TV, Washington. Merci Jehan. Commençons avec vous, Dan Arbel. Dan, quels sont les éléments clés du plan de paix proposé par Biden pour Gaza? Merci Marc, je vous en suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité. Le plan tel que présenté par le président Biden se décompose en 3 phases. La première phase, d'une durée de 6 semaines, prévoit un cessez-le-feu, la cessation des hostilités de la part d'Israël et la réponse du Hamas concernant la libération des otages, notamment les femmes, les personnes âgées et les blessés. Le premier groupe d'otages sera libéré en échange d'un cessez-le-feu. Par ailleurs, Israël libérera des centaines de prisonniers du Hamas actuellement incarcérés dans les prisons israéliennes. Simultanément, des négociations entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire d'une tierce partie seront entamées durant cette première phase, amorçant ainsi la transition vers la deuxième phase. More hostage release on behalf of Hamas and a more permanent arrangement. Cette seconde phase consistera en la libération supplémentaire d'otages par le Hamas et la conclusion d'un accord plus permanent pour qu'Israël cesse les combats. La troisième phase, dont le moment de mise en œuvre reste incertain, portera sur la reconstruction de la bande de Gaza, le rapatriement des corps des otages détenus par le Hamas, et le début des efforts de réhabilitation et de reconstruction de Gaza. Cette démarche sera également soutenue par une normalisation accrue des relations entre Israël et d'autres pays arabes avec lesquels il n'a pas encore conclu d'accord, notamment l'Arabie saoudite. Merci Dan Arbel. Chris Lapetina, pourriez-vous nous expliquer en quoi l'approbation de ce plan Biden pour Gaza par le Maroc reflète ses priorités stratégiques régionales? Marc, comme vous le savez, le soutien des Marocains à toute initiative des États-Unis est crucial, car la région revêt une importance croissante pour les États-Unis. Cependant, dans ce cas particulier, un vote a eu lieu au Conseil de sécurité appelant le Hamas à accepter le plan que nous venons de décrire. Le Maroc a apporté son soutien à ce plan, notamment en tant que membre clé de la Ligue arabe, ce qui est extrêmement important pour l'administration Biden, car cela envoie un signal fort aux autres pays votant au Conseil de sécurité. Un autre élément important pour le président Biden est que les élections américaines approchent à grands pas. L'un des points sur lesquels il insiste est sa capacité à collaborer avec nos alliés, contrairement à l'approche de Trump, qui préférait ne pas coopérer avec eux. En obtenant l'appui d'un pays aussi important que le Maroc, cela démontre la capacité du président Biden à rassembler nos alliés autour des États-Unis sur des questions cruciales. Merci Chris Lapetina. Passons maintenant à Daniel Pomeranz, qui se trouve à Tel Aviv. Daniel, pourriez-vous nous expliquer comment l'implication historique du Maroc dans le conflit israélo-palestinien se manifeste? En quoi le soutien du Maroc au plan Biden est-il si important? Merci Marc. Effectivement, le Maroc et Israël partagent une longue histoire. Les deux pays ont maintenu des interactions remontant au moins aux années 1980. Ces relations ont contribué à favoriser la paix, à éviter les conflits et à y mettre fin à de nombreuses reprises au Moyen-Orient. Depuis de nombreuses années, Israël aspire à être véritablement intégré dans cette région. Grâce aux accords d'Abraham, les relations entre le Maroc et Israël sont désormais officielles et ils entretiennent des relations diplomatiques transparentes.
Cela confère au Maroc une position unique à la fois dans le monde arabe et musulman ainsi qu'en tant que partenaire diplomatique et ami de longue date d'Israël. En conséquence, le Maroc a la capacité, comme c'était toujours le cas, de faciliter les négociations. Et espérons-le de parvenir à des résolutions acceptables pour toutes les parties. Merci Daniel. Je me tourne à présent vers Khaled Safouri. Khaled, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pourriez-vous nous expliquer comment le soutien du Maroc au plan Biden s'inscrit dans les objectifs plus larges de la politique étrangère marocaine? Morocco historically had very good relationship with the US, especially since year 2000. Depuis l'année 2000, le Maroc a entretenu d'excellentes relations avec les États-Unis. Sous la présidence de George Walker Bush, le Maroc a bénéficié d'un statut particulier grâce à l'accord de libre-échange. Au cours des 20 dernières années, le Maroc s'est progressivement éloigné de la France pour se rapprocher des États-Unis, soutenant et approuvant majoritairement la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Le Maroc a été un fervent défenseur des initiatives américaines dans cette région. Il est important de rappeler que le roi Mohamed VI préside également le comité Al-Quds, ce qui témoigne de l'engagement du Maroc envers la cause palestinienne et la paix. Historiquement, la communauté juive a joué un rôle significatif au Maroc et aujourd'hui, plus de 500 000 juifs marocains résident en Israël. Cette diaspora contribue à maintenir une relation spéciale entre les deux pays. En outre, le peuple marocain éprouve une profonde sympathie pour les Palestiniens, conférant au Maroc une position unique en tant que médiateur potentiel dans son conflit. D'ailleurs, le roi Hassan II a à plusieurs reprises tenté de jouer ce rôle de médiateur, entretenant des contacts avec d'anciens premiers ministres israéliens tels qu'Yitzhak Rabin et Shimon Peres, dans le but de parvenir à un accord de paix. Cette tradition de médiation s'inscrit dans l'histoire du Maroc qui a œuvré avec persévérance pour promouvoir la paix au Moyen-Orient. Merci Khalid. On revient maintenant vers vous, Dan Arbel. Alors, diverses positions israéliennes ont émergé suite à l'annonce du plan pour Gaza par le président Biden. Pourriez-vous nous éclairer sur les réactions suscitées en Israël par cette décision de Joe Biden? Tout d'abord, la prise de décision en Israël s'opère au sein d'un cercle restreint. Le Premier ministre Netanyahou, pour des raisons principalement politiques liées à sa survie et à la stabilité de sa coalition, a choisi de ne pas divulguer les détails de ce plan à ses partenaires d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich. Il a préféré limiter cette information à un petit groupe de conseillers. Il semble que cette proposition présentée par le président Biden soit en réalité une initiative israélienne transmise au président américain par le Premier ministre Netanyahou. Il est probable que Biden ait agi ainsi pour garantir que Netanyahou ne se dérobe pas. Cependant, nous observons actuellement un certain recul de sa part. Il est crucial de comprendre la politique israélienne pour saisir les événements en cours, car Netanyahou se trouve dans une position délicate, coincé entre des rivaux au sein de sa propre coalition qui s'opposent à toute démarche vers un cessez-le-feu ou la fin des hostilités. La principale exigence des extrémistes de droite de sa coalition est de maintenir les combats. Merci Dan. Je vais maintenant donner la parole à Daniel qui se trouve actuellement en Israël. Alors Daniel, pourriez-vous nous expliquer comment les Israéliens perçoivent le plan Biden et le soutien du Maroc à ce plan? Le plan est clair. Le Premier ministre Netanyahou a clairement déclaré que ce plan était défavorable, mais que nous l'acceptions néanmoins. Depuis le 7 octobre, les Israéliens ressentent que la situation est délicate, sans issue favorable apparente. Toutefois, ils souhaitent obtenir le meilleur résultat possible dans ces circonstances difficiles. La principale difficulté réside dans le fait que depuis le 7 octobre, le Hamas a rejeté des dizaines d'offres de cessez-le-feu.
d'arrêt des combats et de libération des otages. Même si Israël a accepté ce plan, rien n'indique que le Hamas en fera de même. Merci Daniel. Khalid, examinons maintenant le revers de la médaille. Quel est le degré de popularité de ce plan parmi les Palestiniens? Plus important encore, dans quelle mesure le Hamas est-il disposé à accepter ce plan, surtout en tenant compte des récentes violences qui ont eu lieu à Gaza? Le Hamas subit de fortes pressions, notamment de la part de l'Égypte et du Qatar, car ce sont les deux acteurs ayant une influence considérable sur lui. L'Égypte étant le seul pays en dehors d'Israël à partager une frontière avec Gaza, a la capacité d'apporter une aide et d'autres formes de soutien. Le Qatar, qui abrite les dirigeants du Hamas, dispose également d'un moyen de pression significatif. Il exerce actuellement une pression sur le Hamas pour qu'il accepte le plan. Toutefois, le Hamas est conscient que dès qu'ils libéreront les otages, les Israéliens reprendront les hostilités. C'est pourquoi les otages représentent leur unique levier. Ils estiment qu'il est essentiel de parvenir à un accord de cessez-le-feu politique et durable. L'administration Biden, avec perspicacité, pousse pour un cessez-le-feu de 42 jours, en espérant qu'il sera difficile de reprendre la guerre après cette période. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Israéliens refusent tout cessez-le-feu, même temporaire. 6 semaines, parfait. Dan Arbel de l'American University, abordons le calendrier de ce plan et votre interprétation. Pourquoi maintenant et pas plus tôt? Est-ce le moment opportun pour annoncer un tel plan? L'administration est very nervous. This war is now L'administration Biden est très inquiète. Cette guerre dure maintenant depuis 8 mois sans qu'une fin ne soit en vue. Il semble que les partis soient loin d'une résolution. L'horloge des élections américaines tourne et nous approchons de novembre 2024, date de la présidentielle. Pour Biden, il serait très préjudiciable que la guerre se poursuive jusqu'en novembre. Il perd également beaucoup de soutien parmi les partisans du Parti démocrate, notamment parmi les Américains d'origine arabe, dans le Michigan et ailleurs. Cette situation rend l'administration inquiète et la pousse à rechercher un accord le plus rapidement possible. L'objectif est de clore ce dossier pour que, lors des élections, la question de Gaza soit traitée par d'autres canaux et qu'il n'y ait plus de guerre, de destruction ou de dévastation continue. Revenons à Daniel de Tel Aviv. Nous connaissons tous le rôle historique central du Maroc qui a servi de pont entre les positions arabes et israéliennes. Comment évaluez-vous le rôle du roi Mohammed VI pendant cette période de conflit? Le roi Mohammed VI joue un rôle central dans la région depuis des décennies, tout comme son père, Feu Hassan II. Ils ont contribué depuis toujours à réduire les conflits, à mettre fin aux hostilités et à instaurer des situations plus pacifiques. Le dévouement du Maroc à la cause palestinienne reflète en fait l'engagement d'Israël depuis les années 1990. Cependant, l'influence de l'Iran dans la région a souvent empêché les offres de statut d'État et d'indépendance de se concrétiser. Pour revenir sur un point évoqué précédemment, nous avons discuté de la complexité d'une situation où des milliers de personnes perdent la vie. Un article publié par l'Associated Press en novembre a révélé que les journalistes de la région savent depuis des années le Hamas ne fait généralement pas de distinction entre combattants et civils, ni entre les causes de décès, incluant les tirs de roquettes et d'armes à feu du Hamas qui tuent fréquemment des Palestiniens. Il est donc crucial de comprendre que le ratio entre le nombre de victimes civiles et le nombre de combattants en Israël est historiquement le plus bas pour un conflit de cette nature. Bien, merci beaucoup Daniel. Je sais que Khaled souhaite également intervenir sur cette question. Khaled, j'aimerais que vous examiniez la situation au Moyen-Orient et le rôle du roi Mohammed VI en le comparant à celui de ses homologues, les autres dirigeants de la région.
le Maroc a été le premier pays à pouvoir acheminer de l'aide par voie terrestre à Gaza en passant par le territoire israélien. C'est un élément crucial. Pouvez-vous répondre à certaines des questions soulevées par Daniel et également parler du roi Mohamed VI et de ses actions en comparaison avec celles de ses homologues régionaux? It is ridiculous to claim that the Israeli army is the most ethical in the world. It's a joke, really. Il est absurde de prétendre que l'armée israélienne est la plus éthique au monde. C'est une plaisanterie. Israël a été accusé par la CSJ, la CPI et l'ONU d'avoir tué des enfants, les mettant dans la même catégorie que Daesh. Le nombre de civils tués par les Israéliens est considérable. En ce qui concerne le rôle du roi Mohamed VI au Maroc, il convient de noter que géographiquement, le Maroc est éloigné des conflits, étant le pays arabe le plus distant des zones de tension. Cela complique sa participation directe, mais le Maroc soutient les efforts américains et reçoit régulièrement leur aval. Le gouvernement marocain et Sa Majesté ont soutenu les efforts de paix, participant à la médiation pour une solution pacifique au conflit à Gaza. Leur contribution a été précieuse pour essayer de parvenir à une résolution de cette crise. D'accord, revenons à l'American University avec Dan Arbel. Le roi Mohamed VI a approuvé le plan Biden qui inclut l'engagement du Maroc en faveur du droit des Palestiniens à établir un État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Alors dans quelle mesure les Israéliens sont-ils prêts à concrétiser cette vision du Maroc? Les Israéliens comprennent-ils la perspective du Maroc dont le roi préside le comité Al-Quds? So, first of all, I think it's very important that the King of Morocco came out in support of the plan. I think it shows, it's very Tout d'abord, il est important que le roi du Maroc ait exprimé son soutien au plan. Cela montre une cohérence avec la politique marocaine et la vision du roi pour la paix entre Israéliens et Palestiniens fondée sur la solution à deux États. Le soutien du roi est crucial et le Maroc joue déjà un rôle et jouera certainement un rôle dans ce processus. Cela dit, il sera très difficile de sortir de l'impasse entre Israël et le Hamas. De nombreuses parties arabes sont impliquées et peinent à conclure un accord. En fait, la normalisation des relations arabo-israéliennes est un élément clé. Et le fait que le Maroc et Israël entretiennent des relations en est un aspect important. Il y a de l'espoir pour davantage d'accords entre Israël et d'autres pays arabes. Je pense que le Maroc aura un rôle significatif à jouer une fois la guerre terminée, notamment dans l'établissement d'un mécanisme temporaire pour diriger et gouverner Gaza sans le Hamas. Cela pourrait inclure une force arabe sur place, des forces de police arabes, ainsi que des équipes médicales et humanitaires. Le Maroc peut apporter une contribution importante dans ce cadre et j'espère qu'il le fera. Cependant, nous en sommes encore loin. C'est ce que nous appelons la phase 3 du plan, alors que nous n'avons pas encore convenu de la première phase. Il reste un long chemin à parcourir, mais il faut garder espoir. Je crois fermement que le Maroc aura un rôle central et important à jouer dans ce domaine. Merci beaucoup, Dan Arbel. Le magazine Newslooks a publié un article intitulé « Nous remercions le Maroc pour l'aide à Gaza et son soutien au plan Biden ». Je vous propose de suivre une chronique relative à cet article. Le magazine américain Newslooks a publié un éditorial intitulé « Les États-Unis d'Amérique remercient le Maroc pour son aide à Gaza et son soutien au plan Biden ». Le magazine a commencé l'article en citant ce qui suit. Dans un récent communiqué, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé la gratitude des États-Unis à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour les importantes contributions humanitaires du Maroc à Gaza lors d'un entretien téléphonique avec son homologue marocain.
L'article précise qu'au cours de cet entretien, le secrétaire Blinken a souligné l'importance du soutien du Maroc à la proposition du président Joe Biden appelant à cesser le feu permanent à Gaza. Blinken a également mis en avant que cette proposition serait bénéfique tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens, en augmentant l'aide humanitaire à Gaza, en facilitant le retour des personnes déplacées, en libérant les otages et en initiant des efforts internationaux de reconstruction. En ce qui concerne la similitude des positions marocaines-américaines sur la situation à Gaza, l'article confirme que les deux ministres ont convenu de la nécessité de poursuivre une coordination étroite pour renforcer la paix et la sécurité dans la région. Cet entretien téléphonique a également mis en lumière les relations diplomatiques solides et l'engagement mutuel envers la paix entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Le magazine conclut son éditorial en rappelant les précieuses contributions humanitaires que Sa Majesté le Roi continue d'apporter au peuple palestinien. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui préside le comité d'Al-Quds, avait précédemment ordonné la fourniture d'une aide humanitaire à la population palestinienne de Gaza et d'Al-Quds. Cette initiative marque la première fois que l'aide humanitaire a pu atteindre Gaza par voie terrestre depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Un article vraiment intéressant publié dans le magazine américain Newslook. Nous allons maintenant faire une courte pause. Alors, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. La discussion d'aujourd'hui porte sur le plan du président Biden visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Je souhaite encore une fois la bienvenue à nos invités. Depuis Tel Aviv, Daniel Pomeranz de l'Université américaine de Washington, Dan Arbel. Et enfin Khaled Safouri et Christophe Lapetina qui sont avec nous sur le plateau. Avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de suivre le reportage suivant. Non, pas avec des slogans, ni avec de fausses affirmations ou de faux faits, mais avec solidarité, fraternité sincère et un profond sens de responsabilité. Le peuple marocain se tient derrière son roi, le président du comité Al-Quds, pour exprimer, par des actes et non pas des paroles, leur soutien à la cause palestinienne, leur engagement envers la légitimité internationale et leur harmonie avec la position arabe et islamique unifiée sur cette question. Le peuple marocain, confronté à des campagnes et manœuvres visant à nuire à son intégrité territoriale, est le plus sensible aux souffrances du peuple palestinien et le plus attaché à son droit d'établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est pour capitale. La devise du royaume, axée sur la paix et le rejet de la violence, sous-tend le soutien du Maroc au peuple palestinien, basé sur une recherche constante de moyens pour le protéger, lui épargner les calamités, préserver son caractère sacré, notamment celui d'Al-Quds. Tout cela s'inscrit dans le cadre du soutien du Maroc aux initiatives de paix visant à instaurer une paix juste et équitable pour toutes les parties, garantissant l'établissement d'un État palestinien indépendant, vivant en sécurité aux côtés d'Israël. Le soutien de Sa Majesté le roi Mohammed VI à la proposition du président Biden qui vise à mettre fin à la guerre à Gaza et à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils palestiniens n'est pas nouveau dans les principes de Sa Majesté. Le roi a toujours été un leader engagé à lever le siège des civils à Gaza et à assurer l'arrivée de l'aide humanitaire par voie terrestre et en plein jour. Cette initiative, saluée par le monde entier, reflète la vision royale axée sur la construction et non la destruction, sur le développement et non la guerre. Sur la terre du Maroc, toutes les races, ethnies et croyances cohabitent en sécurité et en fraternité sous la devise suivante: Dieu, la patrie, le roi. Chris Lapetina, merci encore une fois de nous accompagner sur cette émission.
Récemment, Tony Blinken s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères. De son côté, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc a fait des déclarations sur Média TV remerciant le roi Mohammed VI pour son rôle en faveur de la sécurité et de la paix régionale et internationale. Alors, quelles sont vos attentes quant aux prochaines étapes, compte tenu de la coordination entre les deux pays et leurs alliés à la lumière de cette importante annonce? Bon, en tant que personne aspirante à la paix, j'espère sincèrement qu'ils réussiront. En tant qu'observateur, je nourris également cet espoir. Bien que je ne puisse en être certain, nous avons entendu à plusieurs reprises dans cette émission à quel point un accord de paix pourrait être difficile à atteindre. Cependant, je serais profondément déçu, comme beaucoup d'Américains, si les États-Unis ne continuaient pas leurs efforts en ce sens. Je pense qu'Anthony Blinken fait de son mieux et il semble que tous les efforts possibles soient déployés pour parvenir à un accord. Parfois, ces accords semblent impossibles au début, mais avec le temps, si les parties prenantes réfléchissent, écoutent et subissent diverses pressions, il peut y avoir une évolution. La tragédie des vies perdues et des personnes prises en otage crée peut-être un élan en faveur de la paix. J'espère qu'enfin, cette fois-ci, un accord sera atteint. Khaled, comment évaluez-vous le rôle des Égyptiens sous la présidence d'Al-Sisi? Nous avons constaté que Blinken a récemment rencontré Al-Sisi. De plus, les Qataris agissent en tant que médiateurs pour convaincre le Hamas d'accepter le plan Biden. Comment interprétez-vous l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas tout en négociant avec lui? Est-ce un dilemme qu'ils peuvent surmonter? Tout d'abord, les Égyptiens n'ont jamais entretenu de bonnes relations avec le Hamas. Ils ne les apprécient pas et le Hamas, à son tour, n'aime pas les Égyptiens. Cela permet à l'Égypte de maintenir une pression plus forte sur le Hamas. Le Qatar qui soutient le Hamas possède probablement plus d'influence. Cependant, il ne faut pas oublier que le dirigeant du Hamas à Gaza n'écoute pas forcément ceux basés au Qatar. Par exemple, lors de l'attaque du 7 octobre, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, atterrissait à l'aéroport de Bagdad pour sa première visite officielle en Irak. Il a appris l'attaque alors qu'il se trouvait dans la salle VIP, accueilli par des responsables irakiens. Il a immédiatement repris l'avion pour se rendre au Qatar. Haniyeh n'en avait aucune idée, tout comme les autres dirigeants du Hamas en dehors de Gaza. Ainsi, les décisions du Hamas à Gaza ne dépendent pas de Haniyeh, de Khalid Meshal ou des dirigeants basés au Qatar. Ce sont les habitants de Gaza qui doivent accepter les conditions qui leur sont imposées. Revenons rapidement aux Égyptiens. Le problème est qu'ils partagent une frontière avec Gaza. S'ils ne sont pas en accord avec le Hamas ou s'ils ne s'apprécient pas mutuellement, la négociation est-elle possible? En quelque sorte, ils ont une relation et une autorité. Pourquoi ne l'utilisent-ils pas? Non, ils l'utilisent, mais dans ces conditions et en temps de guerre, le Hamas a exprimé par l'intermédiaire de certains de ses dirigeants qu'il considère l'Égypte comme participant à l'attaque contre Gaza, en collaborant avec les Israéliens, ce qui est probablement vrai. Ces accusations empêchent l'établissement d'un lien de confiance entre l'Égypte et le Hamas. Ainsi, chaque fois que le Hamas accepte quelque chose, ce n'est pas à cause des Égyptiens, mais parce que c'est dans leur intérêt ou parce que c'est la seule option qu'ils ont, et non pas parce qu'ils font confiance ou croient en l'Égypte. Khalid, le porte-parole de l'ONU a récemment confirmé qu'Israël vient de rejoindre la liste de la honte de l'ONU pour les abus commis contre les enfants en temps de guerre. J'aimerais connaître votre point de vue, ainsi que celui de Daniel Pomerance sur les implications de cette inclusion pour Israël dans ce contexte international. Khalid en premier, puis Daniel. Je pense que c'est une question extrêmement importante. La mort de plus de 15 000 enfants est profondément tragique. Il est prouvé que les forces israéliennes tuent sans discernement compte tenu de la puissance qu'elles déploient dans les quartiers résidentiels.
D'ailleurs, un activiste israélien des droits de l'homme, ancien chef de Human Rights Watch, a déclaré que l'utilisation de ces 2000 bombes pour bombarder un quartier montre un profond mépris pour les vies humaines. Bombarder ces zones densément peuplées avec des bombes lourdes témoigne d'un manque de considération pour la vie humaine. Ces actions entraînent une pression internationale croissante sur Israël de la part de nombreux pays pour qu'il cesse d'envoyer des armes, non seulement pour des raisons juridiques, mais aussi éthiques. D'accord, Khalid, je vous remercie. Daniel, qu'en pensez-vous? La décision de l'ONU d'inclure Israël sur cette liste de la honte était basée sur des chiffres fournis par le Hamas, une organisation généralement considérée comme non crédible, et figure sur les mêmes listes internationales de terroristes que Daesh et Al-Qaïda. La semaine dernière, l'Associated Press a publié un rapport indiquant que selon les propres chiffres du Hamas, sa déclaration concernant le nombre d'enfants tués est surestimée de 40%. Les chiffres ont donc été largement exagérés par le Hamas. Passons à Dan Arbel de l'American University à Washington. Dan, compte tenu du conflit en cours, quels sont les effets secondaires et les embarras auxquels font face de nombreux dirigeants arabes? Depuis le 7 octobre, Israël s'est de plus en plus isolé. Les politiques israéliennes et la manière dont Israël mène sa guerre à Gaza ont bouleversé non seulement de nombreux Arabes, mais aussi de nombreuses personnes à travers le monde. La pression internationale, les critiques et la condamnation des actions d'Israël sont nombreuses, y compris au sein des États-Unis. Nous voyons également des manifestations sur les campus universitaires. En Israël, il y a une division marquée entre les partisans et les opposants de Netanyahou. Sa popularité semble être en déclin. Et s'il y avait des élections aujourd'hui, il perdrait probablement, bien qu'il s'accroche au pouvoir. Il dispose toujours d'une solide majorité à la Knesset, ce qui lui permet de se maintenir. Cependant, avec le temps, la pression s'accroît et il n'y a pas encore de solution en vue pour accélérer un processus qui pourrait le pousser à démissionner ou à convoquer des élections anticipées. La situation reste incertaine, mais la pression monte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Israël. Et il reste à voir comment cela évoluera dans les semaines à venir. Chris Lapetina, vous avez mentionné plus tôt que tout cela se déroule en pleine campagne opposant Trump et Biden. Alors, quelles seraient selon vous les conséquences si le plan Biden n'était pas mis en œuvre? Cette situation pourrait-elle susciter la déception au sein de certains groupes d'électeurs sur lesquels Biden compte? Je pense qu'il y a deux aspects à considérer. Tout d'abord, la conversation que nous avons entendue à maintes reprises. Biden a perdu le soutien de ceux qui n'appuient pas les actions d'Israël après le 7 octobre. C'est un point crucial et significatif dans une élection très serrée. D'autre part, Biden ne semble pas être en train de gagner. Il n'est peut-être pas en train de perdre, mais il ne parvient pas à changer la donne. La Maison-Blanche espérait donc une victoire en politique étrangère qui aurait pu changer la conversation, modifier l'image de Biden et offrir aux électeurs une nouvelle perspective, en montrant que Biden a accompli quelque chose. La Maison-Blanche actuellement peine à mettre en avant des réalisations auxquelles les Américains pourraient s'accrocher. Merci Chris. Les Juifs marocains sont fidèles à la monarchie marocaine et ces liens leur permettent d'exprimer leur attachement à la terre de leurs ancêtres. Dans le reportage suivant, nous explorerons ces liens ainsi que la coexistence religieuse et culturelle au Maroc qui font de ce pays l'un des médiateurs les plus crédibles pour comprendre et résoudre cette question de longue date. Le royaume du Maroc est béni et unique avec un modèle exemplaire de coexistence entre toutes les croyances. Les Juifs marocains, qu'ils soient au Maroc ou à l'étranger, sont des citoyens marocains fiers de leur appartenance à une patrie qui ne fait aucune distinction entre ses habitants,
quelle que soit leur religion. Dans un message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants à la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, collaborer pour notre avenir commun, Sa Majesté a exprimé la volonté du royaume de rester un modèle d'État où les adeptes des religions célestes coexistent dans la fraternité et la sécurité en accomplissant sa longue histoire de diversité religieuse, culturelle et pluraliste. Sa Majesté le Roi a ajouté que sur cette terre, musulmans, juifs et chrétiens ont coexisté pendant des siècles. Le Maroc a accueilli des milliers de personnes, musulmans et juifs, fuyant les persécutions religieuses de la péninsule ibérique au cours des 15e et 16e siècles, leur offrant une protection généreuse. En effet, le serment d'allégeance au glorieux trône alawite incombe ainsi à tous les Marocains, quelle que soit leur croyance. Cette allégeance constitue la base des positions du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, positions qui sont empreintes de crédibilité et de respect international. Il n'y a aucune confusion entre la politique et la fidélité aux principes humanitaires que le Maroc considère comme les piliers et les moteurs de son rôle historique dans ce dossier. Bien, Daniel Pomerance, alors que nous discutons du rôle du roi Mohamed VI face à ce conflit et cette guerre en cours, l'importance des Juifs marocains sur la scène politique israélienne apparaît au premier plan. Alors comment évaluez-vous le rôle que le Maroc et la communauté juive pourraient jouer ? La communauté juive marocaine en Israël est très influente et très expressive. Nombre d'entre eux ont des liens étroits avec des familles ayant émigré du Maroc à un moment donné. Le Maroc s'est impliqué en coulisses à plusieurs reprises, notamment après la guerre de 6 jours en 1967, lors de la guerre de Kippour en 1973 et bien d'autres occasions. Le désir le plus profond d'Israël a toujours été de faire partie intégrante de cette région, ce qui explique l'importance des accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Plus récemment, les accords d'Abraham ont conduit à des accords de paix beaucoup plus chaleureux, notamment avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et maintenant avec le Soudan et le Maroc. Je crois que cela représente l'avenir du Moyen-Orient. Une intégration et une coordination ouverte entre des personnes partagent des racines diverses. Cela inclut les Juifs marocains d'Israël ainsi que ceux du Maroc. Merci Daniel. Khalid, certains évoquent le rôle de plusieurs pays arabes. Nous avons déjà parlé de l'Égypte et du Qatar. Nous avons également beaucoup discuté du Maroc alors que nous espérons entrer bientôt dans la phase d'après-guerre. Quelle est l'importance de ce sujet et comment peut-on impliquer la communauté arabe et ses dirigeants dans des actions concrètes ? Je pense que c'est la question la plus difficile. La raison pour laquelle le Hamas s'est rapproché de l'Iran est qu'au cours des 20 dernières années, de nombreux pays arabes se sont simplement désengagés des affaires se déroulant au-delà de leurs frontières. Par exemple, l'Irak est absorbé par ses propres problèmes internes et la Syrie émerge à peine de la guerre civile. Par conséquent, le rôle de ces pays se limitera probablement à une gestion financière. Les pays du Golfe devront contribuer à la reconstruction de Gaza et c'est probablement le seul rôle qu'ils joueront sur le plan politique. Je ne vois pas quel rôle politique significatif ces pays pourraient assumer. Tout dépendra des résultats de cette guerre. Passons à Daniel Pomerance. On vient d'assister à la démission de Benny Gantz. Est-ce une fissure dans l'armure ? Est-ce le début des difficultés pour la coalition Netanyahou ? Comment évaluez-vous la situation actuelle de Netanyahou et de son cabinet de guerre ? Avant le 7 octobre, le Premier ministre disposait d'une coalition solide et stable, avec un nombre de sièges suffisant pour maintenir le gouvernement. Mais après le 7 octobre, dans un geste essentiellement symbolique, il a invité tous les partis à rejoindre un gouvernement d'unité, en signe de soutien et de solidarité en ces temps difficiles. Bien que tous les partis n'aient pas accepté, beaucoup l'ont fait à ce stade. Benny Gantz représentait l'un des partis qui ont adhéré à ce geste symbolique. Son départ est également essentiellement symbolique. En fin de compte, cela ne modifie pas la coalition initiale que le Premier ministre avait avant de constituer ce gouvernement.
Je vais poser une question à Khalid et à Daniel. Lorsque Benjamin Netanyahou déclare qu'il va démanteler et éradiquer le Hamas, comment compte-t-il s'y prendre? La question soulevée par Gantz est qu'après ça, il n'existe pas de stratégie. Il n'y a pas de plan pour aller au-delà de cette élimination du Hamas. Comment interprétez-vous les propos de Netanyahou et l'absence d'une véritable stratégie concrète telle que souhaitée par Benny Gantz? Je pense que Netanyahou s'adresse uniquement à son public en parlant de détruire le Hamas, ce qui est à mon avis un objectif impossible à atteindre. Même le président Biden a déclaré que le Hamas est une idéologie. Ainsi, même si le Hamas est militairement détruit à Gaza, ses idées subsisteront en Cisjordanie et ailleurs. Je pense donc que cette tâche est impossible et que la véritable solution réside dans la recherche de la paix. Personnellement, j'ai assisté à la signature de l'accord de paix à la Maison-Blanche en 1993. J'ai rencontré Shimon Peres et Yitzhak Rabin. J'ai participé à des événements célébrant la signature de cet accord et j'ai soutenu la solution à deux États. Cependant, il y a des éléments dans les deux camps qui ne soutiennent pas cette solution, ce qui constitue un problème aujourd'hui. Bien, ok. Daniel Pomerantz, comment Netanyahou peut-il continuer à affirmer qu'il faut éradiquer le Hamas sans avoir de stratégie à long terme pour aller au-delà de cet objectif? La position officielle du gouvernement israélien, telle qu'exprimée depuis le mois d'octobre, est de chasser le Hamas du pouvoir et non d'éradiquer l'idéologie du Hamas. Pour y parvenir, nous avons besoin de partenaires, à la fois des nations prêtes à apporter leur soutien et des individus sur le terrain à Gaza qui peuvent contribuer à construire une nouvelle société. Il est impossible de solliciter ces partenaires tant qu'il existe une possibilité que le Hamas reste au pouvoir. À mesure que le Hamas perd son emprise et qu'il devient évident qu'il ne la conservera pas, de nombreux partenaires potentiels s'ouvrent. Merci Daniel Pomerantz. Chris Lapetina, les principes fondamentaux semblent soutenir ce consensus américano-marocain sur Gaza. Biden l'a annoncé, affirmant travailler en étroite collaboration avec les Israéliens, qui ont ensuite exprimé des réserves significatives à l'égard de ce projet. Alors Chris, pourriez-vous expliquer brièvement comment ce consensus a été établi et quelle est la prochaine étape pour Biden? Je pense qu'il est important de comprendre que tous les politiciens américains ne croient pas en une solution à deux États, tout comme certains Israéliens et comme certains Palestiniens. Cependant, Biden a toujours été un partisan de cette solution. L'idée de paix ou de règlement de la situation actuelle pour Joe Biden repose essentiellement sur l'existence d'un État palestinien libre, légitime et indépendant, coexistant avec Israël. De plus, l'idée qu'Israël puisse ne plus exister est réaliste et doit être écartée. Pour Biden, il est crucial de parvenir à une situation où Israël, en tant qu'entité politique, et le monde arabe soutient l'idée que les Palestiniens vivent côte à côte en paix avec Israël. Les Marocains ont également adopté cette idée comme étant la question fondamentale à aborder. Lorsque nous parlons de ce qui va suivre, la prochaine étape vers une véritable paix serait d'atteindre cet objectif. Daniel, dernière question pour vous en 1 minute. Il est évident que le président Joe Biden pousse Netanyahou, peut-être un peu pour sa propre survie politique aux États-Unis, dans cette élection difficile, et peut-être simplement parce qu'il cherche à résoudre cette situation parmi les autres problèmes sur lesquels il travaille. Ces questions trouveront des réponses dans les semaines et mois à venir. Alors, comment la relation entre Biden et Netanyahou évoluera-t-elle? Selon vous, quelle direction prendra-t-elle? Pour comprendre Israël, il est essentiel de reconnaître que les Israéliens sont confrontés à une véritable situation existentielle de survie. Le Hamas a déclaré qu'il perpétrerait l'attaque du 7 octobre une deuxième, une troisième et une quatrième fois. Par conséquent, tout plan accepté par les Israéliens doit garantir une sécurité réelle pour Israël.
car sans cela, aucune pression extérieure ne pourra contraindre un pays à commettre un suicide national. Khalid, dernière question pour vous en 1 minute également. Alors, que conseillez-vous pour faire avancer ce difficile processus alors que le Hamas tente de traiter avec les États-Unis et de travailler avec ses alliés pour trouver des solutions? Que pensez-vous que nous puissions faire? Comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai assisté à la signature de plusieurs accords de paix, y compris celui entre la Jordanie et Israël. Le problème actuel est qu'Israël ne dispose pas d'un véritable camp de paix. Le pouvoir politique est largement entre les mains des partis de droite qui ne reconnaissent pas les droits des Palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'en 1982, Israël a envahi le Liban pour détruire le Fatah, alors que le Hezbollah n'existait pas encore. Le Hezbollah a été créé en 1983 en réaction à cette invasion. Chaque fois que la force est utilisée, une réaction encore plus forte se manifeste. La résolution de cette question ne peut pas se faire par des moyens militaires. Il est impératif de répondre à cette question difficile en adoptant la solution à 2 États. Merci. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Alors, je tiens à remercier mes invités, Khalid Safouri, Daniel Pomerantz et Daniel Arbel. Merci également à notre chroniqueur Chris Lapetina et à notre correspondante Jeanne Mansour. Un grand merci à notre équipe de production et à notre réalisateur, M. Mohamed Saïd Al-Wafi. Merci à vous toutes et tous pour votre attention et à très bientôt. For another episode of Maghrib in Washington.